bien bonjour chers auditeurs, bienvenue sur Radio Médecine Douce pour une nouvelle émission Caractère Libre. Je suis toujours en très bonne compagnie et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric. Bienvenue à toi. Merci Thomas. Alors depuis le temps qu'on devait se rencontrer, ça y est, nous y sommes et on va enfin pouvoir discuter et puis j'ai envie de dire, c'est vraiment l'intention que je pose avec Caractère Libre, simplement partager avec les auditeurs la discussion qu'on va avoir en fait. Et alors par où est-ce qu'on commence? Parce qu'il y a plein de choses qui m'inspirent dans ton parcours. Quelque chose comme ça que tu auras envie peut-être de partager pour débuter, saisir peut-être le fil de quelque chose. J'ai peut-être envie de commencer comme ça avec toi, pas forcément de... Qu'est-ce qui est vivant là en ce moment peut-être dans la conscience de 2018 Donc comment est-ce que je peux te décrire? Est-ce que c'est toujours très restrictif? Mais quoi, tu es philosophe, tu enseignes, tu enseignes à mieux vivre dans ce monde, mieux vivre la relation avec simplicité. D'accord. Ouais. Je vois. Ouais. Quand tu me dis qu'est-ce qui est vivant en 2018 par exemple, ce que je ressens c'est que ce qui est vivant c'est toujours vivant. 2018, 2017 ou 2019, c'est toujours là. Et c'est en chacun. Et ce que peut-être j'enseigne, en tout cas, c'est toujours un changement. J'enseigne toujours le changement. Je crois que dans ma propre vie, c'est que du changement, sans arrêt. Donc je passe des périodes où j'enseigne, où j'ai été thérapeute au niveau de l'histoire de la personne, des blessures de la personne. Et puis ensuite, le changement se fait et puis on découvre qu'on est bien plus que l'histoire de la personne. Donc on n'enseigne plus l'histoire, mais on enseigne ce qui est bien au-delà, ce qui ne change pas et ce qui est beaucoup plus apaisant. Donc on peut dire que j'ai un parcours de thérapeute avant, qui était là pour soulager ou guérir. Parce qu'en tant que thérapeute, dans mon cas, j'ai été thérapeute à la fois au niveau mental, au niveau des discussions, au niveau des entretiens, au niveau de médiumnique aussi, et au niveau énergétique. Donc ça concerne l'histoire, le corps physique, le corps émotionnel et le corps mental de la personne. Et petit à petit, on se rend compte que tout ça, ces formes de guérison-là, qu'elles soient physiques, qu'elles soient mentales ou qu'elles soient émotionnelles, on appellerait ça du soulagement. C'est temporaire. C'est dans le temps. C'est pas dans l'éternité. Et donc, petit à petit, s'est dessinée une forme de thérapie chez moi qui est de l'ordre de ce qui ne change pas en soi, qui sort de l'histoire, qui est éternel. C'est-à-dire de ramener la personne à ce qu'elle n'est pas. C'est-à-dire à laisser tomber ce qu'elle n'est pas, à laisser tomber son histoire et aller voir ce qu'elle est de toute éternité. Et il y a une forme de guérison qui est bien plus pure, parce que j'appelle plus ça du soulagement, mais j'appelle ça peut-être de l'apaisement. Et cet apaisement est beaucoup plus proche de notre nature que le soulagement. Le soulagement, ça nous permet d'avancer dans la vie, d'être plus fonctionnel peut-être dans la vie, psychologiquement. Mais l'apaisement, ça nous permet d'être même au-delà de tous les mouvements de la vie, d'être juste apaisé, quels que soient nos rapports à nos névroses, quels que soient nos rapports à nos blessures, il y a quelque chose qui est apaisé à l'intérieur. Et donc c'est pour ça que je dis que ce soit 2018 ou 2019, ce qui vit, c'est cet apaisement à l'intérieur. Et d'après toi, est-ce que, pour reprendre tes mots, est-ce qu'il est nécessaire de passer par cette étape de soulagement pour contacter l'apaisement, ou est-ce que dans ta conscience actuelle, il y a vraiment une transmission on peut vivre apaisé? Est-ce que c'est nécessaire ou pas? Ça va dépendre du parcours de la personne. Exactement. Mais c'est une bonne question, parce que c'est ce que j'entends dire dans le milieu un peu spirituel. Il y a la voie directe de l'éveil, et puis la voie indirecte, avec les sadhanas, avec les pratiques spirituelles. Est-ce qu'on médite? Est-ce qu'on apprend à se développer, à progresser vers soi, etc. Ou alors est-ce que soudainement quelque chose peut se passer et on trouve ce Bouddha à l'intérieur?
Dans mon expérience, c'est que de toute façon, Bouddha est à l'intérieur de chaque être. Ouais. Il est assis là. Ouais. Il attend, il impose rien, il attend qu'on le regarde. Une fois qu'on le regarde, il peut s'ouvrir à soi. Mais tant qu'on ne le regarde pas, alors on est dans son histoire. Et son histoire, c'est le mental, c'est des problèmes, c'est des obstacles, c'est des blessures, etc. Donc, tant qu'on est dans son histoire, c'est toujours intéressant d'au moins soulager son histoire. Ouais. Pour en faire quelque chose de moins dramatique. C'est beaucoup plus doux déjà, c'est possible. Ça parle d'amour aussi. On peut s'entraider les uns les autres au moins à créer un rêve si cette réalité-là, admettons, est un rêve. On peut s'entraîner à faire de ce rêve quelque chose de plus doux, de plus fraternel. Au moins là-dessus. Maintenant, ça, c'est pas les réalités essentielles. La réalité essentielle, c'est que ce rêve est un rêve, que c'est une illusion, et que chaque histoire, on peut la mettre à la poubelle. Mais quand on voit pas ça, il faut la prendre au sérieux. Et donc, dans mon travail de thérapie, c'est toujours de prendre au sérieux l'histoire de la personne là où elle en est, parce que c'est un acte d'amour. Où est-ce que tu en es? Tu crois ton histoire? Ok, alors j'y crois avec toi. Avançons là-dessus. C'était de passer de croire son histoire à aimer son histoire. C'est quelque chose un peu comme ça pour toi? Oui. Jusqu'à même ne plus avoir d'histoire, certainement. Exactement, je crois qu'il y a quelque chose comme ça. Je me souviens d'une période où j'expliquais à des personnes qui venaient me voir en me disant j'ai des difficultés à accepter mon passé ou même mes tendances, mes névroses, mes blessures, mes difficultés de me sentir trahir, j'ai des difficultés, je suis en colère. Et en fait, je leur disais, mais moi je ne suis pas là pour vous apprendre à accepter, je suis là pour vous apprendre à aimer ça. C'est un peu plus loin, c'est un peu plus difficile, mais déjà aimer ça, parce que ça voudrait dire qu'on a compris que nous sommes dans un univers qui est bienveillant. Et donc ça c'est mon travail à ma mesure. Donc oui, on est vraiment rentré dans le cœur du sujet, et dans le même temps, j'ai envie de te ramener, pas à ton histoire, mais il s'est passé quoi peut-être qu'est-ce qui t'a amené à être en lien différemment justement avec ta propre histoire, et peut-être la première question que j'aime toujours poser au début, c'est il était le petit Frédéric, comment est-ce qu'il faisait face à tout ça, ou peut-être Je ne sais pas s'il a eu de la chance, mais il y est pour rien. Il y est pour rien dans la mesure où il a une famille qui l'a laissé assez solitaire, très souvent. Et puis ses difficultés, il devait les vivre tout seul dans la nature, dans son jardin. Et je crois qu'il y est profondément pour rien, c'est-à-dire que son mental a été rapidement déconditionné de ce que la société voulait qu'il soit conditionné. Je me souviens je crois que j'avais 12 ans à peu près, et en fait j'étais assez questionné par ce phénomène qui m'arrivait souvent quand j'étais dans la nature, c'est je me sentais plus heureux dans la nature que quand j'étais à l'école. Donc c'est un phénomène curieux pour un petit garçon qui dit tiens, pourquoi on m'oblige à aller quelque part à l'école alors que j'ai envie d'être dans la nature et que ça me rend plus heureux? C'est curieux. Pourquoi la société m'oblige à aller là où en fait j'ai moins de bonheur? Et en tout cas à cette période j'ai fait un rêve ou une décorporation, je pense, une forme de voyage astral. Donc je suis sorti de mon corps sans m'en rendre compte, puisque on ne s'en rend pas compte quand on a 12 ans, on ne sait pas ce qu'on est en train de faire, donc simplement on s'endort et puis on se retrouve dans une autre dimension. Et dans cette dimension, je rencontre une entité de lumière, une forme comme ça, au fond d'un tunnel lumineux, une silhouette un peu sombre, tout était dans un environnement très mélodique, très musical, et je flottais au-dessus d'une certaine surface. Ce qui fait que je flottais, c'était une forme de sentiment d'amour mêlé à cette musique. Donc on pourrait dire que c'était une forme de beauté qui faisait que je flottais.
Et je me souviens clairement que ce sentiment de flotter au-dessus du sol était dû à l'émanation de l'amour qu'il y avait tout autour de moi. Donc je me rendais compte que tiens, il est possible de flotter, il est possible de voler. En tout cas, cette entité-là de lumière a commencé à me transmettre une charge d'amour suffisamment importante et une charge de connaissance. J'avais 12 ans à peu près et je me souviens que je ne comprenais pas les concepts qu'elle me transmettait. Elle me transmettait des concepts d'amour, de foi et de sécurité. Quelque chose comme ça. Et elle expliquait un peu le courant de ma vie. Et quand je suis revenu à mon corps, le rêve a duré longtemps, il y a eu beaucoup d'autres choses. Mais en tout cas, quand je suis revenu à mon corps, je me suis rendu compte que je n'étais pas ce corps physique. Et donc à partir de ce moment-là, je pense qu'une certaine recherche de qui est-ce que je suis a commencé. Donc je suivais ce que la société voulait qu'on suive. Alors, on lisait Molière, on lisait Racine, on lisait tout ce qu'il y avait à lire. On suivait les cours d'histoire géo. Mais derrière, à l'intérieur, il y avait deux choses qui se passaient. C'est on ne m'enseigne pas, on ne me dit rien de ce que j'ai expérimenté. Je suis bien plus qu'un corps physique. Et on ne me dit rien de ce que c'est que cette émotion d'amour qui, à ce moment-là, dans le rêve, aurait pu me faire mourir tellement c'était intense. Aurait pu faire mourir ce corps physique en tout cas. Donc on ne parlait pas de ça. Donc j'étais un peu seul là-dessus. Mais comme j'avais rencontré cette aide de lumière, je ne sais pas, je ne pourrais pas savoir ce que c'est. En fait, je me sentais en sécurité aussi. Je ne me sentais pas abandonné. C'est ça. Donc j'ai eu cette chance, si tu veux, d'avoir une expérience très claire, très jeune, de me dire il y a quelque chose de plus que ce que la société m'enseigne. J'en ai pas parlé à mes parents. Mais mes parents étaient des personnes qui se sont ouverts en fait assez rapidement, peut-être dès ma naissance, je ne sais pas. Donc eux, ils m'ont amené vers le bouddhisme. Et puis le bouddhisme m'a permis d'apprendre la méditation et du coup d'aller restaurer et d'aller chercher en fait cet espace intérieur. Ça a commencé comme ça. Oui. Après, il s'en est passé. Et oui, parce que j'imagine tout de même, je sais pas comment je dis ça comme ça, mais ramener comme ça dans l'expérience humaine, c'est peut-être pas nécessairement si facile, quoi, parce qu'on se heurte à un inconscient collectif, à une société qui fonctionne comme elle fonctionne. C'est ça. Et bon, c'est ça, certainement la grande initiation, la grande expérience, mais c'est vrai que d'être initié aussi jeune, quelque part, l'adolescent, tu te souviens un petit peu de comment... J'ai l'impression, mais après c'est une relecture de l'état présent dans lequel je suis. Ça, Ma relecture de ma vie est une vie parfaite. Je crois me souvenir d'un adolescent très heureux parce que j'avais la chance de pouvoir être seul. Et j'avais pas ce besoin de partager ce que je ressentais. Ce que je ressentais, c'était des enseignements. Ça me montrait exactement la vie. J'allais à l'école pour apprendre ce qui était inessentiel. Bon, il fallait perdre ce temps là-dessus. C'est pas grave, parce que dès que je sortais de l'école, je revenais avec quelque chose d'essentiel. Et j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer des gens qui se sont toujours mis sur mon chemin pour m'apporter ce qui me nourrissait. Je me souviens, je viens d'Aix-en-Provence et j'allais au collège à à Salon de Provence. Et puis en passant devant une librairie ésotérique, ça m'intéressait tout de suite parce que c'était peut-être le seul lieu où on parlait de choses, où on parlait d'autre chose que de conditionnement. On disait, des vrais livres d'école. Ouais, ça, c'était pas des livres d'école, c'était des vrais livres. Où on apprenait vraiment ce que c'était que la vie, quelque chose de plus. Et là, je me souviens de ces deux propriétaires de la librairie qui ont été mes premiers maîtres en fait, qui m'ont dit on sent quelque chose chez toi, viens, on va t'enseigner. Et en fait, qui m'ont enseigné dans les rues, en plus de Salon de Provence, qui est la ville de Nostradamus, donc il y a un côté assez mystique. Tous les mercredis, je crois, tous les mercredis après-midi, j'y allais et ils m'enseignaient la Kabbale à travers les livres de Aziel. Et donc, ils me prenaient dans leur bureau. Et c'était un peu une forme de superstition, etc. Mais c'était très intéressant. Une vraie transmission. Une vraie transmission. Et ça a commencé comme ça, autour... donc j'ai 12 ans quand j'ai cette expérience. J'ai commencé à voir l'invisible autour de 12-16 ans. À 16 ans, je rencontre ces gens dans la librairie ésotérique. Et le parcours se
le parcours continue sans cesse comme ça, de rencontre en rencontre, d'expérience en expérience. Mais peut-être la chose la plus constante, c'est cette lumière ou cet amour à l'intérieur. Et ça, depuis que ça a été déclenché, depuis que ça a été vécu quand j'avais 12 ans avec cette expérience, et dès que je pouvais rencontrer quelqu'un dans le monde extérieur qui pouvait me sortir de cet amour, qui me faisait croire quelque chose qui déviait un petit peu de ce compas intérieur, eh bien je ne le suivais pas. Donc pour moi ça a été très facile d'évoluer dans la vie. J'ai cette impression. Et l'importance des voyages dans ton processus, rencontre avec le désert, je crois, il y a eu des rencontres. Il y a eu l'Inde. Ouais, il y a eu l'Inde, j'imagine. Il y a eu le Maroc, la Tunisie. Pour moi, le voyage, ça, c'est tout à fait symbolique de ce que j'aime dans la vie, c'est-à-dire rencontrer la manifestation du divin partout. Et en fait, c'est bien plus riche que tous ces conditionnements qui nous feraient faire au quotidien toujours la même route. C'est toujours changer de route, toujours à un moment donné dire mais si je prenais la route de droite que j'ai jamais prise avant, qu'est-ce que ça donne? Le divin est aussi là. Et du coup, c'est une rencontre. Et pendant un moment, en fait, j'ai essayé de satisfaire les volontés de mes parents, comme tout enfant qui essaye de plaire à ses parents. Donc, en faisant des études de philosophie que j'aimais, ça j'ai choisi, mais en essayant de rester dans ces études de philosophie, en espérant satisfaire un certain désir des parents, de réussir socialement dans un certain statut. Donc je suis monté à Paris, j'ai trouvé un travail, j'ai été gérant d'une maison d'édition, j'ai fait des choses bien confortables, ça me ramenait de l'argent, j'étais assez stable, j'avais tout ce qu'il fallait, un couple, un copain, tout ce qu'il fallait. Mais à un moment donné, cette recherche de spiritualité qui est dans le besoin de découvrir la richesse du monde, sous tous ses aspects, c'est intérieur comme extérieur, c'est ça, tu vois, le miroir, a été plus forte. Du coup, il m'a fallu aller en Inde. Pourquoi l'Inde? Ça, c'est un autre débat, un autre sujet. Mais j'ai fait l'Inde, et puis ces dernières années, l'Égypte avec les dauphins, et en effet le désert. Et le désert, ça c'est quelque chose de grandiose pour moi. Ça reflète quelque chose de... ça reflète quelque chose de la vérité. Le désert, évidemment, ça reflète pour moi, pour l'instant, une forme d'aboutissement de la vérité que j'ai pu contacter à l'intérieur. Donc la première fois que j'ai voulu aller dans le désert, j'ai voulu y aller pour moi. Comme tout ce que je fais, toutes les actions qui se passent à travers ce corps, elles se font sous forme d'élan. J'ai l'impression, si tu veux, que chez moi, j'ai peut-être trois axes. C'est le cœur, le souffle et l'élan. Alors, l'élan, c'est l'action. C'est l'action sans mental. C'est soudainement, il y a un flux qui arrive, qui est émis par le souffle et qui me fait dire fais-le. Et donc j'ai eu cet élan d'aller dans le désert. Je me suis dit je veux y aller. Je veux aller vivre l'expérience du désert. Je veux sentir ce que c'est qu'être dans le silence et le vide. Parce que je l'avais découvert à l'intérieur de moi, donc j'en avais plus peur à l'extérieur. Souvent quand on voyage en conscience, on voyage là où on n'a plus peur, où on sait que les défis sont déjà relevés à l'intérieur, donc on veut aller les voir à l'extérieur. Pardon, donc je me suis dit, je vais aller dans le désert. Et puis quelques jours après, je me suis dit, mais j'étais déjà thérapeute depuis quelques années, je me dis, mais pourquoi je ne donnerais pas cette opportunité de le faire à ceux qui ont envie de le faire? Donc j'en ai parlé à certains patients et j'ai dit écoutez, moi je vais dans le désert, si vous voulez m'accompagner, accompagnez-moi. Ce sera mon pèlerinage, mais vous pouvez le faire avec moi.
Et de là a commencé depuis 5 ou 6 ans en fait ce voyage régulier de à peu près 10 jours dans le désert où on part, on bivouac, on marche en silence. L'après-midi, on peut partager ce qui s'est passé, peut-être nos histoires, peut-être pas. Les formes changent en fonction des groupes. Ouais, oui, c'est sûr. C'est important. Et on est au contact de on est au contact de soi. En fait, ça nous donne l'opportunité de découvrir ce qui n'a pas besoin d'être calmé pour être calme. C'est déjà calme. Et donc le désert, après quelques jours, nous enlève toutes nos croyances sur les agitations intérieures. Ça, c'est du mental. Et quand le mental se tait, on voit qu'il y a quelque chose derrière. Et c'est simplement cette être-té. Et cette être-té, ou je sais pas, ce soi, ou en tout cas ce que moi j'appelle le divin, qui est assis là, eh bien, il est assis aussi partout dans le désert. Ouais. Et au moins on le voit clairement. Il ne bouge pas, il ne fait rien, il est silencieux. Et une fois qu'on a saisi ça, une fois qu'on s'est donné cette opportunité de vivre une forme de paix intérieure, de sentir la paix qui émerge en tout cas, de sentir qu'en soi on a cette paix, alors on peut revenir dans le monde et on sait qu'elle existe. On a un axe sur lequel, depuis lequel tourner et s'amuser dans le monde. Vraiment, c'est touchant et déjà, je pense que là-dessus on pourrait poursuivre un long moment. J'aimerais apporter peut-être la parenthèse, tu transmets le Reiki et je sais que c'est, voilà, le Reiki c'est quelque chose de très à la mode et c'est aussi très bien. J'aimerais t'entendre à ce sujet, la manière dont tu le transmets, la manière dont comment le Reiki peut contribuer aujourd'hui encore dans le monde, comment pour avoir vraiment, justement, toi, vraiment le retour d'un enseignant, parce que tu es aussi connecté à la spiritualité, enfin Kader, je sais pas comment dire, mais voilà, donc avoir ton avis là-dessus pour les personnes qui nous écoutent. Alors pour le Reiki, c'est intéressant parce que moi j'ai connu le Reiki quand j'avais 16 ans, donc ça fait 24 ans, c'est ça? Ça fait 24 ans, j'ai à peu près, j'ai 40 ans bientôt, donc ça fait très longtemps, c'est-à-dire c'est le moment où le Reiki sortait de Hawaï, donc de la 4e génération de Takata, Hayashi, Usui, sortait d'Hawaï, la petite fille de Hayashi ou Takata, petite fille de Takata, qui sortait de Hawaï, qui arrivait à travers les États-Unis, en tout cas au Canada, et c'est une maître du Canada qu'on a rencontrée dans le sud de la France. Donc on est peut-être la 5e ou 6e génération dans la famille, ma mère a été initiée, donc on est une génération très courte, si tu veux, entre le docteur Usui et nous. Donc on peut appeler vraiment ça la tradition du Reiki. Ce que je vois depuis cette vingtaine d'années, c'est qu'il y a énormément de maîtres Reiki de tous bords qui sont arrivés à rajouter des choses. Alors, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, qu'ils rajoutent les cristaux, les chakras, tout un tas de trucs, les 13D, ou voilà, beaucoup de choses dans le Reiki qui se font. Ça, moi je ne m'en occupe pas, j'en sais rien. Moi je reste fidèle à cette tradition la plus pure que je puisse connaître. Donc mon idée du Reiki, c'est de transmettre le plus proche de l'idée que j'ai reçue du Reiki par ma mère. Et dans toute la famille, d'ailleurs toute la famille maintenant a toujours travaillé le Reiki. Donc le maître mot peut-être du Reiki que moi j'ai appris, c'est la simplicité. Oui, c'est bien de le rappeler. C'est bien de le rappeler. C'est-à-dire qu'on a une brochure de Reiki qui fait 200 pages et qui comporte plein de mots japonais, etc. Pour moi, c'est déjà trop, ça va vous faire travailler le mental et on est déjà trop loin de l'essence. Le Reiki, ça veut dire énergie universelle de vie. L'énergie universelle de vie, c'est quelque chose que vous avez déjà en vous et qui est partout. Donc le Reiki nous amène simplement, à travers des initiations, à être plus réceptif à ça et à être un meilleur canal à partir des 5 principes qui sont très simples et qui suffisent. Si chacun médite les 5 principes du Reiki, aujourd'hui ne te fais pas de soucis et les 4 autres,
on est déjà, on crée un monde déjà meilleur sur Terre. C'est ça. Ouais. D'accord. Et donc mon travail avec le Reiki par rapport à ma spiritualité, je trouve que c'est un très bel outil pour nous donner l'opportunité d'aller recontacter la simplicité et le soin énergétique. Ce que j'ai pu remarquer dans mon travail, donc j'ai fait thérapeute en soins esséniens, ça c'est autre chose, on pourra en parler. Oui. C'est un autre parallèle, mais ce que j'ai remarqué, c'est que la thérapie psychologique, en tout cas à travers les mots, est intéressante. Mais elle va toujours donner l'impression à l'individu d'être un individu à part entière, séparé des autres. Donc c'est son histoire, ok, on va prendre en compte son histoire. Ce qui est intéressant avec l'énergétique et avec le Reiki, c'est qu'on sort de l'histoire. C'est que la personne reçoit quelque chose de mystérieux, fait l'expérience d'une énergie et fait l'expérience d'un apaisement. Et cet apaisement-là, il est bien plus fort que toute prise de conscience, parce qu'il est mystérieux, parce qu'il vient d'une source qui est la vraie guérison. Donc le Reiki, pour moi, c'est un vrai héritage que ma mère, mon père, ma famille m'a transmise et que je conserverai longtemps. J'essaierai de toujours rester avec cette idée de simplicité et sacré. C'est les deux mots pour moi dans le Reiki qui sont importants. Et donc tu l'évoquais par rapport aux soins esséniens, justement, comment est-ce que dans ton expérience ça se complémente, ça j'imagine, Ouais, les soins esséniens, c'est quelque chose que j'ai voulu approfondir parce que j'ai commencé à développer très jeune la vision des auras, la vision des énergies. Et du coup, même à travers le Reiki, je pouvais voir que le Reiki avait une influence sur l'énergie qu'on a autour du corps. On posait les mains à un certain endroit et le Reiki, en effet, l'énergie intelligente, allait là où elle souhaitait. Et puis j'ai découvert les livres de Anne Givaudan et de Daniel Meroy, qui eux enseignent les soins esséniens. Donc je suis arrivé vers les soins esséniens en me disant ça va me donner des codes, des manières de comprendre ce que c'est que l'énergie et l'aura humaine. Donc les soins esséniens, c'est beaucoup plus une méthode que le Reiki. Le Reiki, ça donne une base, un cadre énergétique pour être en contact avec l'autre, pour sortir du contact communicationnel, pour être dans le contact physique et le contact énergétique. Et les soins esséniens donnent un cadre un peu plus précis, un peu plus contrôlant. Donc j'ai approfondi, si tu veux, l'idée de l'énergie et de l'énergétique, comment influencer l'énergie et donc le corps, et donc la santé d'un corps physique à travers l'énergie par les soins esséniens qui travaillent sur l'énergie de l'aura. Donc j'ai fait ça. Ça a ses limites, ça a aussi ses beautés, ses richesses. C'est à chacun de voir. Moi, je ne suis aucune méthode. Je suis vraiment à chaque fois ce qui est validé à l'intérieur par ce divin qui est là, qui est toujours là. Donc le Reiki a ses lettres de noblesse parce que je tiens au sacré et au simple. Alors autant te dire qu'il y a plein d'autres sujets qui me viennent et qui s'empilent comme ça, et je me dis ça serait chouette d'aborder ça, notamment pour faire le lien peut-être à une prochaine rencontre sur c'est quoi être un homme aussi dans cette il y a plein de choses que je pense que j'aimerais aborder avec toi, mais là aujourd'hui on nous a peut-être amené à poser des belles fondations à présenter aussi aux auditeurs. Et quelle serait ton actualité, si j'ose dire ça comme ça, les projets de voyage dans les prochains mois, ou comment est-ce que les gens peuvent venir à ta rencontre éventuellement s'ils le désirent? À l'heure actuelle, je ne suis pas joignable en fait. À l'heure actuelle, à l'heure actuelle, je suis dans cet espace où je me propose à moi-même d'aller trouver sur Terre, peut-être en France, une terre d'accueil. Ce que j'ai envie, parce que ce que j'ai envie, c'est de trouver une terre sur laquelle je peux construire un toit. Et sous ce toit peuvent venir les personnes qui souhaitent. Et ça, c'est mon actualité en fait. Parce que je trouve violent dans cette société qui a été construite avec cet espace mental où
où on oublie qu'on est un avec l'univers, c'est que chacun doit payer un loyer. Et ce loyer-là fait que chacun doit travailler et que chacun doit perdre du temps sur des choses inessentielles. Et dans ma vie, ce qui m'a sauvé, c'est de m'avoir donné, je me suis donné les moyens de prendre du temps. Donc de tout perdre, peut-être à un moment donné, pour prendre du temps pour rester avec cette vie qui est à l'intérieur. Donc je veux offrir l'opportunité aux gens de venir sur cette terre et de goûter la vie. Juste simplement. De rien avoir à donner en retour. Tu vois, on est dans une société où on donne toujours en retour pour survivre. Moi je dis non, la vie elle nous offre sans arrêt, donc faisons un lieu où on reçoit. Donc c'est peut-être mon actualité à l'heure actuelle pour l'instant. C'est magnifique ce que tu partages, c'est magnifique. Ouais. Donc voilà, pour l'instant je cherche cette terre-là. Et parce que je crois, tu sais, en t'en parlant, je crois que c'est parce que ça a fait référence à cette terre d'accueil qu'on m'a offert à l'intérieur. C'est-à-dire, il y a cet univers tout entier qui s'est ouvert, ce divin qui est là et qui dit « mais viens te recueillir, c'est ton refuge ». Donc pour moi, c'est une forme de rendre à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire de le concrétiser sur terre et de dire « voilà, c'est un lieu qui est là pour le refuge ». On verra ce que ça donne. Magnifique, merci pour cette... moi qui me permet de toucher vraiment un espace humble en moi, et ouais, c'est très beau. Bah oui, voilà, merci. Comme à chaque fois, je termine avec un grand sentiment de gratitude parce que je sens que ces rencontres, elles se construisent en amont et elles se construisent pendant et elles apportent un message important, simple. Et j'inviterai les auditeurs à, s'ils en sentent l'appel, à réécouter cette rencontre. Après l'avoir découverte, il y a une réécoute peut-être à poser parce que tu as vraiment partagé des choses que je sens comme essentielles et qui sont de cet ordre de l'apaisement. Donc, ouais. Et puis vous pouvez toujours me suivre sur Facebook. Ouais. Ça c'est le lieu où à la limite je suis un peu toujours. Ensuite je vais toujours à droite à gauche. Ouais. Donc je partagerai tout ça dans les coordonnées des podcasts. Bah, merci à toi. Merci Thomas, beaucoup. Merci pour avoir fait ce déplacement. Et chers auditeurs, à très bientôt pour une nouvelle rencontre. Au revoir.